Et le journal de 6h, première édition de la matinale présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Pas de trêve, même pas, surtout pas le jour de la fête nationale ukrainienne. Hier, alors que la guerre entrait dans son 7e mois, les bombardements russes ont redoublé de violence. Dans la région de Dnipro, à l'est du pays, la gare de Tchaplin a été prise pour cible. Une attaque que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncée devant les Nations Unies et dont le bilan initial, 15 morts, 50 blessés, a été revu à la hausse dans la soirée. Écoutez. En ce jour d'indépendance, nos pensées vont à Tchaplin. À l'heure actuelle, 22 personnes sont mortes, 5 qui ont été brûlées dans une voiture et un enfant de 11 ans a été tué par un missile tombé sur sa maison. Les recherches et les opérations de secours se poursuivent à la gare. Nous ferons porter aux occupants toute la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Et nous les chasserons de notre territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Hier, de son côté, Emmanuel Macron a posté sur Twitter une vidéo de soutien à l'Ukraine en ukrainien pour une partie du message. Le chef de l'État qui a également annoncé le départ prochain d'un bateau humanitaire français depuis Marseille. La guerre en Ukraine qui met le géant pétrolier Total dans la tourmente. Oui, le journal Le Monde, dans un article publié hier, accuse l'entreprise française de fournir du kérosène à l'aviation russe engagée dans la guerre. Une hérésie pour Total qui a donné des explications dans un communiqué hier soir, Geoffrey Branger. La réponse de Total est catégorique. Allégations infondées, erreurs, raccourcis, imprécisions, spéculations, contre-vérité. Le pétrolier français réfute avec force ces accusations, mais reconnaît tout de même être actionnaire minoritaire à 49% de la société Terneft Gaz, qui fournit effectivement du kérosène à l'armée russe, mais n'aurait aucun rôle opérationnel. C'est Novatek, l'actionnaire majoritaire russe, qui exploiterait cette société. Selon Total, aucun financement n'a été apporté dans cette entreprise depuis 2015 côté français, et aucun dividende n'a été perçu depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans son article, le journal Le Monde affirme que du kérosène coproduit par le pétrolier français aurait servi dans le massacre de Mariupol notamment, et que la guerre lui aurait permis d'engranger de gros bénéfices. Total a annoncé ne pas exclure d'engager une action judiciaire pour protéger ses intérêts et sa réputation. Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. La fin de l'abondance, de l'évidence et de l'insouciance, la mère constat d'Emmanuel Macron hier lors du premier conseil des ministres de rentrée. Oui, des mots forts que la majorité juge lucides. Jean-Luc Mélenchon, en revanche, dénonce des propos indécents pour le chef de file de la France Insoumise. Il n'y a, je cite, jamais eu d'abondance, mais irresponsabilité, pillage, gaspillage, marchandisation de tout et du vivant. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'envole cet après-midi pour Alger. 3 jours de visite au programme dès son arrivée, cérémonie d'hommage aux martyrs, tête-à-tête avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, déclaration commune à la presse et grand dîner avec les 90 membres de la délégation française. Jacques Serret, vous suivez tout ça de près pour Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Alger. Le programme, on vient de l'entendre, est chargé et c'est une visite avec beaucoup d'enjeux. Oui, les sujets sont si nombreux que l'entretien du jour entre les deux dirigeants devrait durer au moins 1h30 selon le programme officiel. Au cœur de leurs échanges, le dossier des visas accordés par la France. Paris a ces derniers mois réduit de moitié le nombre d'autorisations accordées aux ressortissants algériens. En cause, le manque de coopération d'Alger pour faire revenir sur son sol ses citoyens en situation irrégulière en France. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune veulent avancer, souligne-t-on du côté de l'Elysée. Autre enjeu, et pas des moindres, la crise énergétique, conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions européennes contre la Russie. L'Algérie fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux de gaz. Si l'entourage d'Emmanuel Macron affirme qu'aucun contrat ne sera signé lors de ce déplacement, la présence dans la délégation de la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor, ne doit rien au hasard. Enfin, Emmanuel Macron veut, selon son entourage, poursuivre le travail d'apaisement des mémoires lors de cette visite. Dès sa descente de l'avion, le chef de l'État assistera d'ailleurs tout à l'heure à une cérémonie d'hommage au mémorial du martyr, monument érigé en mémoire des combattants indépendantistes morts durant la guerre d'Algérie. Jacques Serret qui suit ce voyage présidentiel en Algérie pour Europe. L'actualité à l'étranger, c'est aussi Washington qui efface une partie de l'ardoise des étudiants américains. Oui, aux États-Unis, faire ses études coûte plusieurs milliers de dollars. Les étudiants doivent donc faire des prêts et commencer leur carrière endettée. Joe Biden a annoncé hier l'effacement partiel de ses dettes pour des millions d'Américains. Bonjour Nicolas Pinault. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce cadeau de Joe Biden aux étudiants suscite un vif débat.
Oui, c'est un geste fort puisque 43 millions d'Américains sont concernés, dont 20 millions qui vont voir leur prêt étudiant totalement effacé. Dans le détail, ceux qui gagnent moins de 125 000 $ par an verront leur ardoise réduite de 10 000 $. Cette somme peut même grimper à 20 000 $ pour les plus modestes. C'était une promesse importante du candidat Biden. Pourtant, l'administration américaine est critiquée de toutes parts après cette annonce. L'aile gauche du Parti démocrate estime que Joe Biden ne va pas assez loin, d'autant que le moratoire sur le paiement de tous les prêts étudiants qui avaient été instaurés pendant la crise du Covid va prendre fin dès le 1er janvier. Les Républicains dénoncent une injustice. Pour ceux qui ont déjà remboursé totalement leurs prêts étudiants, ils s'étranglent aussi face au coût de la mesure, au moins 300 milliards de dollars. À 2 mois et demi des élections de mi-mandat et alors que l'inflation a atteint 8,5% au mois de juillet, Joe Biden espère que cette mesure lui permettra de conserver la majorité au Congrès. Nicolas Pinault depuis les États-Unis pour Europe 1. 6h07 sur Europe 1. N'achetez plus de stylo billes à vos enfants. C'est le message de l'UFC Que Choisir aujourd'hui. Oui, l'association de défense des consommateurs assure qu'ils contiennent de nombreux composants dangereux, des perturbateurs endocriniens, des impuretés cancérogènes et des hydrocarbures. Des alertes qui ont poussé l'Agence nationale de la sécurité sanitaire à demander une législation plus restrictive sur la composition des stylos billes. Et au chapitre de la santé toujours, avec un trafic d'ordonnances dans le viseur des autorités. L'arnaque est simple, obtenir des médicaments remboursés pour les revendre à l'étranger. Une arnaque d'autant plus grave qu'elle concerne des traitements contre le cancer qui manquent déjà dans les officines françaises. En mai dernier, 14 de ces trafiquants ont été condamnés à Mulhouse. Ils avaient détourné 700 000 € de médicaments avec une méthode bien rodée, Marine Sabourin. Oui, ce sont les jeunes adultes appâtés par de grosses sommes d'argent. Ils sont démarchés sur Snapchat. Les trafiquants leur proposent 1 000 € pour aller chercher des médicaments en pharmacie avec de fausses ordonnances. Des ordonnances factices réalisées à la perfection. Signature de cancérologues reconnus, en tête d'hôpitaux, tout y est. Seule condition pour participer, avoir une carte vitale. Une fois récupérés, ces médicaments anti-cancer sont revendus plusieurs milliers d'euros à l'étranger. Le trafic d'ordonnances, c'est un délit connu, mais contre le cancer, c'est inédit, explique Alain Delgut du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. On l'avait observé il y a déjà quelques années, à l'époque où la codéine est passée sur ordonnance. Et là maintenant, on passe à autre chose. Depuis à peu près 2 ans, on voit ça, des médicaments anticancéreux, donc des médicaments souvent qui sont très chers. Les professionnels de santé craignent une pénurie de médicaments anti-cancer et proposent une solution, la e-prescription. Des ordonnances conservées sur un serveur sécurisé avec un QR code. Quant aux trafiquants, ils s'exposent à une amende de 750 000 € et jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Marine Sabourin. L'ouest de la France sera sous la pluie aujourd'hui, mais pas de quoi mettre fin cependant à la sécheresse qui touche le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Oui, sécheresse qui nous met tous en difficulté, mais qui parvient tout de même à faire des heureux. Les producteurs de sel, par exemple, ont pu tirer profit de ce temps sec. À Noirmoutier, les sauniers ou paludiers battent tous les records cet été. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. On pousse le gros sel pour le rassembler et enfin le remonter. Longuetelle à la main, Jordan Rillard récolte son sel dans ses bassins. Un sel qui finit sur la berge en tas sous une bâche, un tas plutôt volumineux. Il n'a jamais été aussi gros à cette date-là. Ouais. Et en 10 ans de métier, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Cet été, Jordan a en effet déjà sorti 2 tonnes de gros sel par œillet et il en a 43. C'est vrai qu'une année comme ça, 30 œillets m'aurait suffi. En cause, les multiples canicules qui ont fait suffoquer la France cet été. Ici, elles ont au contraire permis de battre tous les records de production. 5000 tonnes de gros sel, 200 tonnes de fleurs de sel, du jamais vu, qui s'ajoute surtout aux récoltes précédentes, déjà en hausse. Problème, le sel est une denrée non périssable qu'il faut pouvoir stocker. Or, les surfaces ne sont pas illimitées. Joël Pillot, directeur de la coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier. Ça va être la 5e année consécutive où on a une production en très forte augmentation. Il ne faudra pas que tous les étés soient comme ça, et auquel cas, effectivement, il faudra déclencher des possibilités d'aller stocker à l'extérieur de la COP, mais en restant sur Noirmoutier. La presqu'île où exerce 120 sauniers, lesquels pourront s'appuyer sur ces stocks pour compenser une récolte moins abondante en cas d'été trop pluvieux à l'avenir. Sait-on jamais. Le temps nous guide, c'est tout. Noirmoutier, Charles Guyard, Europe 1. Direction Marseille, à présent. Grand soleil aujourd'hui, 30 degrés, un jeu de pétanque, on serait bien, la Fanny. Ah oui, on serait bien. C'est d'ailleurs le moment idéal pour aller faire un petit tour au camping Le Mas à Martigues pour notre série de l'été. Oui. Nina Pavan nous emmène ce matin à la rencontre de Baptiste. Il a une 20aine d'années, c'était son premier camping avec des vacances mémorables. Je vois qu'il referme son coffre de voiture. On va aller voir Baptiste. Il a 20 ans et c'était la première fois qu'il faisait du camping.
Alors je vais me permettre de te tutoyer. Alors quel bilan de ta semaine au camping? C'était une première donc pour toi? J'ai jamais fait de camping. Je pars dans 1 heure, je suis dégoûté. J'avais pas envie de partir là. Et là, ça m'a donné envie de revenir. J'ai commencé avec la pétanque. Premier soir, c'était super sympa. Tournoi de foot, incroyable le tournoi de foot. Ça a ramené, on était, au moins 60. C'était génial. Après, c'est allé à la plage, à la piscine, tous les soirées qu'on fait ensemble. On va au bar ici. Alors, est-ce qu'on rencontre facilement des gens au camping quand on est nouveau? Il y a beaucoup d'habitués ici. Ah oui, on s'est fait des groupes de potes, des Lillois. Donc moi, je viens de Nice. Je vais peut-être monter à Lille ou ils vont descendre à Nice. Ou sinon, on se retrouvera peut-être l'année prochaine ici, on ne sait pas. Et on rencontre plein de personnalités différentes. Des gens qui ont des métiers différents. Et franchement, c'est génial. Au final, ça crée des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas faites si on n'était pas venu au camping, quoi. Et même en tant que jeune, j'ai 20 ans, je pensais pas que j'allais sympathiser avec des adultes qui sont pères de famille, même mères de famille, des parents, quoi. Et quand on les voit dans le camping, on se dit bonjour comme si on était devenus presque amis, quoi. Alors qu'on a peut-être 30-40 ans d'écart. Trop court, du coup? Trop court. Enfin, au moins, on a des bons souvenirs derrière. Et c'est des moments, je pense qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'on s'est éclaté et ça vaut tout l'or du monde, sincèrement. Vivement l'année prochaine et puis bonne route pour le retour, Baptiste. Ah oui, vivement l'année prochaine. Ah oui. C'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure. À tout à l'heure.